Que feriez-vous si un jour vous découvriez qu'un membre de votre famille vous avait volé quelque chose de cher? J'ai vécu cette situation. Ma jeune sœur a volé ma Rolex à 20 000 $. Quand je l'ai confrontée, elle n'a montré aucun remords. Elle a même eu le culot de me défier. Cela a mis mon grand-père, un ancien combattant, hors de lui, et il est devenu vraiment furieux. Il n'a pas dit grand-chose. Il est allé tranquillement dans la remise et est revenu avec un bidon d'essence. Cette seule action a plongé mes parents et ma sœur dans une panique totale. Ils criaient de peur. Alors, qu'a-t-il fait ensuite? Rester dans les parages. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Bonjour à tous. Je m'appelle Brandon. J'ai 30 ans et je suis ingénieur en logiciel travaillant à San José, en Californie. Je vis dans une maison de 4 chambres en banlieue avec mon grand-père, Frank. C'est la maison que j'ai achetée il y a 3 ans, entièrement avec mon propre argent après avoir travaillé dur pendant 5 ans dans diverses entreprises technologiques de la Silicon Valley. La vie pour nous maintenant est paisible et heureuse. Mon grand-père a 78 ans cette année, mais il est toujours fort, vif d'esprit et incroyablement direct. C'est un ancien combattant avec une personnalité ferme et pragmatique. Il ne tolère aucune injustice. Le lien entre mon grand-père et moi est vraiment spécial. C'est lui qui me comprend le mieux et qui m'a toujours soutenu dans chaque décision importante que j'ai prise dans ma vie. Auparavant, outre grand-père, mes parents et ma jeune sœur Jessica vivaient également dans cette maison. Mais après un drame familial majeur qui a explosé il y a exactement 1 an, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Mon histoire a commencé il y a exactement 1 an. C'était un jour de semaine typique au début du mois de juillet, et j'étais assis dans mon bureau, plongé dans la planification d'un nouveau projet. De nulle part, mon téléphone a commencé à vibrer avec un appel entrant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de grand-père Frank apparaître. Sans hésitation, j'ai répondu en le saluant avec mon habituel « Salut, grand-père ». Il m'a interrompu d'une voix précipitée et anxieuse « Brandon, je viens de voir Jessica sortir de ta chambre. » Elle avait une montre à la main. En entendant cela, j'ai été frappé comme par la foudre. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je l'ai rapidement remercié et j'ai raccroché, mon esprit tourbillonnant avec une centaine de pensées. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'application de sécurité de ma maison sur mon téléphone. Le temps s'est ralenti à l'extrême alors que je rembobinais les images de plus tôt cet après-midi. Et puis la chose que je craignais le plus est apparue à l'écran. Clairement, j'ai vu Jessica se faufiler dans ma chambre et se diriger directement vers la vitrine contenant ma précieuse collection de montres. J'ai mis la vidéo en pause et j'ai zoomé. Ma gorge s'est serrée lorsque j'ai réalisé que la montre qu'elle avait prise était ma Rolex Submarine date, d'une valeur de 20 000 $. C'était la montre la plus chère que je possédais, quelque chose que j'avais acheté quelques mois plus tôt pour célébrer ma promotion au travail. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Cette montre symbolisait des années d'efforts et de réussite personnelle. Alors que je finissais de regarder la vidéo, un autre détail m'a frappé. Dans ma hâte d'aller au travail ce matin-là, j'avais oublié de verrouiller la porte de ma chambre, ce que je ne manquais jamais de faire d'habitude. Ce seul moment d'inattention avait permis à Jessica de se faufiler sans se faire remarquer. Assis là dans mon bureau, je me sentais tiraillé. D'un côté, les images de la caméra étaient indéniables. Jessica m'avait volé. Mais de l'autre, une partie de moi hésitait encore, s'accrochant toujours à l'espoir que peut-être elle l'avait juste empruntée pour la regarder et prévoyait de la rendre plus tard. Je me suis même demandé si je devais appeler la police tout de suite. J'ai regardé l'horloge murale. Il ne restait que 2 heures avant la fin de la journée de travail. J'ai décidé d'attendre. À ce moment-là, je voulais encore croire que Jessica la rapporterait. J'ai essayé de me concentrer sur la fin de mes tâches, mais mon esprit n'arrêtait pas de s'emballer, pensant à ce qu'elle avait fait et à ce qui pourrait arriver ensuite. À 17 heures précises, à la fin du travail, j'ai rapidement rangé mon bureau et je suis sorti du bureau comme un homme en mission. Pendant tout le trajet en voiture, mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'anxiété, mais aussi à cause d'une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, j'avais tout compris de travers. Quand je suis finalement arrivé dans l'allée, j'ai remarqué qu'il n'y avait que grand-père et moi à la maison. Mes parents et Jessica n'étaient pas encore rentrés, et la maison était étrangement calme. Sans perdre une seconde, je me suis garé et je me suis précipité à l'intérieur, en courant directement dans ma chambre avec un dernier espoir désespéré que tout cela était un malentendu. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert la vitrine. Et voilà, la vérité froide et brutale.
La montre avait disparu. À ce moment-là, une vague de colère et de déception s'est abattue sur moi. La Rolex Submariner date n'était pas qu'un simple article de luxe tape à accent grave l'œil. Je l'avais soigneusement rangée dans la vitrine de ma chambre comme un bien précieux. Je ne la portais que lors d'occasions spéciales, et grand-père savait à quel point elle comptait pour moi. Il me rappelait toujours de la protéger comme de l'or. Je me suis souvenu de toutes ces fois où Jessica se tenait devant la vitrine, regardant la collection avec ce regard d'envie indéniable, posant constamment des questions sur la montre la plus chère. Cet intérêt obsessionnel m'avait toujours mis mal à l'aise, et je l'avais averti plus d'une fois, ne touche à rien dans ma chambre, surtout pas aux montres. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, il était clair qu'elle ne s'était jamais souciée de ces avertissements. Et honnêtement, je n'étais pas surpris. C'était exactement ce qui résultait de toutes ces années où nos parents l'avaient gâtée. Jessica avait toujours été protégée, toujours pardonnée, jamais honnêtement tenue responsable de ses actes. Debout devant cette vitrine vide, j'avais l'impression que le monde s'écroulait. Pas seulement parce que j'avais perdu quelque chose de précieux, mais parce que j'ai réalisé que ma sœur m'avait trahi, quelqu'un que j'avais toujours aimé et en qui j'avais toujours eu confiance. Pour vous aider à comprendre pleinement comment tout cela s'est déroulé, je dois vous parler des membres de ma famille et du contexte qui a mené à ce gâchis. Mon père, Paul Miller, a 55 ans et travaille dans le secteur de l'assurance depuis plus de 30 ans. Ses revenus sont modestes, mais il est constamment sous pression financière. Ce qui m'inquiète le plus, c'est sa mauvaise habitude de vivre au-dessus de ses moyens, de dépenser plus qu'il ne gagne et de ne jamais apprendre à épargner. Ma mère, Kelsey Miller, a 53 ans et travaille à temps partiel dans une petite librairie de quartier. Ses revenus ne sont pas élevés, à peine suffisants pour couvrir certaines dépenses quotidiennes. Elle est douce de nature et facilement émotive. Et puis il y a ma jeune sœur, Jessica Miller. Elle avait 22 ans à l'époque, une étudiante de dernière année sur le point d'obtenir son diplôme. Jessica avait été gâtée par toute la famille en grandissant, et par conséquent, elle a développé une personnalité égocentrique et une obsession pour les articles de luxe coûteux. Tout ce qui est brillant, coûteux ou de marque attire instantanément son attention. En 2023, mes parents ont perdu toutes leurs économies après une opération d'investissement ratée avec un ami. Ils ont été forcés de vendre la maison que grand-père leur avait donnée il y a des années pour rembourser leurs dettes. Une fois la maison disparue, ils n'avaient nulle part où aller. Ils étaient effectivement sans abri. Désespérés, mes parents sont venus me voir, me demandant de rester chez moi temporairement pendant qu'ils essayaient de se remettre sur pied. Au début, j'ai catégoriquement refusé. Je connaissais bien ma famille et je ne voulais pas que ma vie paisible soit bouleversée, mais ils ont ensuite joué leur dernière carte. Ils ont évoqué grand-père Frank. Il vivait avec eux à l'époque, et la pensée que grand-père souffre a brisé ma détermination. Finalement, j'ai accepté de laisser toute la famille emménager, sans loyer, en espérant que ce serait une solution à court terme pendant qu'ils se remettraient sur les rails. Au début, tout semblait aller bien. Nous partagions tous l'espace et les responsabilités ménagères pacifiquement. Mais peu à peu, des fissures ont commencé à apparaître. Jessica a commencé à me demander de l'argent, d'abord pour des manuels scolaires, puis pour des frais de scolarité, puis pour des dépenses personnelles. Au début, je le lui ai prêté parce que je voulais sincèrement l'aider, mais elle ne m'a jamais remboursé. Et quand je lui en parlais, elle trouvait toujours un moyen d'esquiver la conversation. Chaque fois que je me plaignais, mes parents sautaient immédiatement à sa défense avec leur phrase habituelle, « La famille doit se comprendre ». Ils lui trouvaient toujours des excuses, ce qui me donnait l'impression d'être l'égoïste et l'impitoyable. Les choses ont dégénéré lorsque Jessica a commencé à se servir dans mes affaires. Cela a commencé avec mon ordinateur portable. Elle a dit que le sien était cassé, puis mes écouteurs, puis d'autres choses. Chaque fois que je la surprenais, elle avait une excuse pratique et promettait de le rendre, mais elle ne l'a jamais fait. La tension a culminé environ un mois avant l'incident de la montre. Jessica est entrée dans ma chambre et a remarqué la collection de montres à l'intérieur de la vitrine. Ses yeux se sont illuminés d'une manière qui m'a honnêtement fait peur. Elle n'arrêtait pas de s'extasier sur leur beauté, demandant la valeur de chacune, en particulier la Rolex Submariner date. Après ce moment, j'ai senti fortement que je devais protéger mes affaires. Alors, j'ai installé une minuscule caméra cachée pointée directement sur la vitrine qui contenait ma collection de montres. Je n'aurais jamais imaginé que cette petite caméra deviendrait la pièce à conviction la plus cruciale, celle qui a capturé des images cristallines de Jessica volant ma Rolex. Vers 18 h, l'ouverture de la porte d'entrée a signalé que mes parents venaient de rentrer à la maison.
Même pas une minute plus tard, Jessica est entrée, elle aussi, probablement en calculant soigneusement son arrivée pour éviter les soupçons. Quand ils sont entrés dans le salon, tous les trois ont eu l'air vraiment surpris de voir grand-père et moi assis sérieusement et à attendre. D'habitude, je prenais une douche ou je me détendais dans ma chambre à cette heure-là. Une fois que tout le monde était à la maison, je leur ai demandé de s'asseoir sur le canapé parce que j'avais quelque chose d'important à discuter. L'atmosphère est immédiatement devenue tendue. Grand-père était assis dans son fauteuil habituel, observant tout le monde attentivement avec son regard vif et perspicace, comme s'il lisait chaque lueur d'émotion sur leur visage. Quand ils étaient tous assis, j'ai commencé la conversation qui allait tout changer. En regardant chacun d'eux dans les yeux, j'ai calmement demandé, « Ma Rolex a disparu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose à ce sujet ?» Quand les mots ont quitté ma bouche, Jessica a réagi avec un air de choc exagéré et manifestement faux. « Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Peut-être que tu l'as juste égaré. » Mes parents se sont rapidement précipités, eux aussi, en agissant comme s'ils étaient inquiets, comme s'ils étaient vraiment inquiets de la perte. Essayant d'avoir l'air attentionné, ma mère a demandé, « Tu es sûr qu'elle a disparu ? Peut-être que tu as juste oublié où tu l'avais mise. » Et mon père a renchéri avec ce qui ressemblait à une supposition raisonnable. Elle pourrait être au bureau. Peut-être. Mais quelque chose dans leur façon de répondre me semblait étrange, trop répété et contrôlé. Je les ai surveillés, puis j'ai tourné les yeux vers Jessica et j'ai demandé à nouveau, en la regardant droit dans les yeux. « Tu es sûr que tu ne sais rien ?» Elle s'est accrochée à son mensonge, essayant maintenant d'avoir l'air offensée. « Pourquoi m'accuserais-tu ? Je ne prendrai jamais tes affaires. » Puis mon père est intervenu pour la défendre. « Tu accuses Jessica ? C'est ridicule. » À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de jouer le jeu lentement, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert l'application de caméra de sécurité. Le silence s'est abattu sur la pièce. J'ai regardé Jessica une fois de plus, ma voix calme mais ferme. « Alors explique ça. » J'ai retourné le téléphone et j'ai appuyé sur lecture. L'écran a montré des images cristallines de Jessica se faufilant dans ma chambre à 15 heures précises cet après-midi, atteignant la vitrine et prenant la Rolex. La preuve était indéniable, là, en pleine vue. Même avec la preuve sur l'écran de mon téléphone, Jessica a quand même essayé de le nier imprudemment, désespérément. Elle a balbutié, « J'étais juste dans ta chambre pour prendre autre chose. » Cette excuse pathétique m'a mis le sang à l'ébullition. J'ai parcouru les images jusqu'à ce qu'elle ouvre la vitrine et prenne délibérément la montre. La vidéo était d'une clarté cristalline. Il n'y avait aucune erreur possible sur son intention. Ma voix est devenue glaciale lorsque j'ai demandé autre chose, « Hein ? Alors pourquoi est-ce la montre la plus chère que je possède que tu as accidentellement prise ?» Au lieu de la laisser répondre, mes parents se sont précipités pour défendre leur précieuse fille. Ma mère a immédiatement pris la parole, implorant, « Jessica voulait probablement juste l'emprunter. Elle ne voulait pas voler, chérie. » Mon père a renchéri, lui aussi, en agissant comme si j'exagérais. « C'est une affaire de famille. Avons-nous besoin d'en faire toute une histoire ?» En les entendant défendre Jessica sans hésitation, quelque chose en moi a craqué. J'ai explosé. Emprunter sans demander ? Se faufiler dans la chambre de quelqu'un et prendre ses affaires ? C'est du vol. Réalisant que les choses tournaient mal pour elle, Jessica s'est soudainement mise à pleurer de façon théâtrale. J'allais seulement l'emprunter pour quelques jours. Je ne voulais rien faire de mal. Bien sûr, quand elle a pleuré, mes parents se sont précipités à ses côtés comme sur des roulettes. Mon père a immédiatement dit, « Tu vois, elle voulait juste l'emprunter. N'en faites pas toute une histoire. » Puis, au plus fort de la tension, grand-père Franck, qui avait observé tout cela en silence, a finalement parlé. Sa voix était calme mais portait le poids d'un marteau. 22 ans et elle ne sait toujours pas ce qui est bien et ce qui est mal. Cette phrase a frappé la pièce comme un coup de tonnerre. Tout s'est tu. Sentant le moment venu, j'ai fait ma dernière offre. J'ai regardé Jessica droit dans les yeux et j'ai dit, « Rends la montre et j'oublierai tout ça. » Mais au lieu de montrer des remords, Jessica a rétorqué, sa voix défiante et obstinée. « Je t'ai dit que j'allais te la rendre après quelques jours. » C'était ça. Mon dernier fil de patience a cassé. Ma voix était ferme, définitive et assez forte pour que tout le monde se fige. « Rends-la maintenant, ou j'appelle la police. » Cette menace a frappé comme une bombe, et pour la première fois,
tout le monde dans la pièce a réalisé que je ne bluffais plus. Quand ils n'ont plus pu nier la vérité, et après que j'ai menacé d'appeler la police, toute la famille a semblé silencieusement passer à une tactique complètement différente. Utilisant les liens familiaux pour me culpabiliser, mon père a pris la parole avec un ton comme si j'exagérais complètement. Brandon, n'en fais pas toute une histoire. Jessica allait l'emprunter pour quelques jours. Juste après cela, ma mère a ajouté une leçon de morale. La famille est censée se soutenir, pas se traîner en justice. Jessica, voyant ses parents la défendre, a immédiatement éclaté en sanglots et a dit d'une voix qui donnait l'impression que c'était moi qui étais cruel. Ce n'est qu'une montre, Brandon. Tu dois vraiment en faire toute une histoire? Sentant que cette stratégie pourrait fonctionner, mon père a poussé la culpabilisation plus loin. Il m'a dit, dans une famille, c'est normal de partager les choses. Ce que tu fais, c'est déchirer cette famille, Brandon. Entendre tout cela, c'était comme être mordu par un essaim de fourmis rouges. Ils essayaient de me faire passer pour le méchant, comme si j'étais impitoyable, comme si je ne me souciais pas de la famille, juste parce que j'osais exiger ce qui m'appartenait de droit. Pendant toute cette dispute, j'ai remarqué que grand-père était toujours assis silencieusement dans son fauteuil, observant chaque mot et chaque geste. Mais le regard dans ses yeux et la façon dont ses mains agrippaient fermement les accoudoirs me disaient tout. Il était furieux. Grand-père n'a jamais été du genre à montrer facilement ses émotions, mais ce qui se passait devant lui, sa petite fille qui volait et qui était ensuite protégée et excusée par ses parents, l'avait poussé à bout. Je savais que dans l'esprit de grand-père, ce comportement était inacceptable. Avec tout ce qu'il avait vu et vécu, il comprenait la différence entre l'amour véritable et l'indulgence toxique. L'air dans le salon devenait de plus en plus lourd, et cela m'a frappé de plein fouet. J'étais seul face à toute ma famille alors qu'ils essayaient de faire passer le vol pour une affaire sans importance. Voyant l'attitude obstinée de Jessica et la façon dont mes parents la défendaient, grand-père n'a pas dit un mot de plus. Soudain, il s'est tranquillement levé de son fauteuil et a quitté le salon sans rien dire. Ses mouvements étaient lents mais délibérés, portant une intensité que tout le monde pouvait sentir dans l'air. Je l'ai regardé se diriger directement vers la porte, marchant vers la petite remise au bout du jardin. Un étrange sentiment d'appréhension s'est élevé dans ma poitrine, comme si quelque chose de grave allait se produire. Pendant ce temps, mes parents et Jessica se disputaient toujours avec moi, complètement inconscients que grand-père avait quitté la pièce. Il continuait simplement à répéter les mêmes excuses et les mêmes phrases sur la famille et le pardon, comme si les dire suffisamment de fois rendrait en quelque sorte le vol acceptable. À ce moment-là, je n'étais pas seulement en colère, j'étais épuisé. Pas seulement parce que la montre avait disparu, mais parce que ma famille tordait la réalité pour me faire passer pour le méchant pour avoir simplement voulu récupérer ce qui m'appartenait. Environ 5 minutes plus tard, des pas lourds ont résonné depuis la porte arrière alors que la dispute était toujours à son comble. Il y avait quelque chose de différent dans le son qui a fait que tout le monde s'est arrêté de parler et a tourné la tête. Et puis grand-père est entré, et ce que nous avons vu a choqué toute la pièce. Dans sa main se trouvait un bidon d'essence rouge, qu'il utilisait pour alimenter la tondeuse à gazon. Son visage était sévère. Ses yeux étaient froids et fixés sur chacun d'entre nous. Il n'a pas dit un mot, n'a fait aucun geste pour s'expliquer. Il s'est juste tenu là, tenant ce bidon d'essence. Le salon est tombé dans un silence absolu. Personne n'osait respirer fort. Personne n'a bougé un muscle. Le seul son qui restait était le tic-tac de l'horloge murale, résonnant dans une pièce si tendue qu'on avait l'impression que l'air avait cessé de bouger. En voyant grand-père debout là avec le bidon d'essence à la main, toute la famille s'est figée comme des statues. Personne ne pouvait croire ce dont nous étions témoins. Mon père a balbutié, sa voix tremblant. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Mais grand-père n'a pas répondu. Il a continué à marcher silencieusement vers le jardin devant, chaque pas lourd, délibéré et rempli d'un sentiment de détermination effrayant. Nous l'avons suivi comme des marionnettes, sans rien dire, ne bougeant que parce que l'instinct nous le disait. À l'extérieur, dans l'allée, étaient garées 2 voitures, la Toyota Camry argentée de mes parents et la Honda Civic rouge de Jessica. Puis grand-père a commencé à agir. Il a rapidement ouvert le bidon d'essence et a commencé à verser de l'essence sur la Toyota, du capot au coffre. L'odeur chimique piquante du carburant a envahi l'air. Ma mère a crié de panique. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? S'il te plaît, arrête. » Mais grand-père n'a pas bronché. Il est passé à la Civic de Jessica, l'arrosant chaque pouce avec le même calme terrifiant, s'assurant qu'aucun coin n'était manqué.
Jessica a crié à travers ses sanglots. Grand-père, s'il te plaît, non. C'est ma voiture. J'en ai besoin pour l'école. Mon père, maintenant en pleine panique, s'est précipité pour l'arrêter. Papa, s'il te plaît. Nous pouvons nous asseoir et en discuter. C'est alors que grand-père s'est finalement arrêté. Il s'est lentement tourné pour faire face à son fils. Mon père, ses yeux comme de la glace. Toute la cour est devenue silencieuse avec une voix comme de l'acier. Grand-père a demandé, dans cette famille, il est normal de partager les affaires de chacun, n'est-ce pas? Tout le monde a retenu son souffle. C'était la même phrase que mon père avait utilisée quelques minutes plus tôt pour excuser ce que Jessica avait fait. Après quelques secondes de silence tendu, grand-père les a tous regardés avec fureur dans les yeux. Puis a dit, alors ces deux voitures sont à moi maintenant. Je peux les utiliser comme je veux. Et sur ce, il a lentement sorti un briquet de la poche de sa chemise, le serrant fermement dans sa main. Ce seul mouvement a plongé toute la famille dans une panique totale. En voyant le briquet dans la main de grand-père, mon père et Jessica ont tous deux crié de panique. Mon père a crié, sa voix tremblant, « Papa, s'il te plaît, non. Nous avons eu tort. Je suis désolé, papa. » Jessica sanglotait de façon incontrôlable, sa voix étranglée par la peur. « Grand-père, s'il te plaît, ne brûle pas ma voiture. Je suis désolé. Je sais que j'ai fait une bêtise. » Mais grand-père est resté là, impassible, complètement sans émotion. Il a lentement levé le briquet, son pouce planant au-dessus de la molette d'allumage. À ce moment-là, le temps a semblé s'arrêter. Puis il a crié, « Mettez-vous à genoux. » Mon père et Jessica se sont figés, abasourdis. Ils l'ont regardé, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre que cet homme de 78 ans venait de prononcer ces mots. Les voyant toujours figés sur place, grand-père a crié à nouveau, cette fois plus fort et plus vivement. J'ai dit, mettez-vous à genoux. L'ordre a frappé comme un marteau. Mon père, Paul Miller, l'homme qui s'est toujours considéré comme le chef de famille, s'est agenouillé sur le sol froid. Ses mains tremblaient. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé, papa. Je sais que j'ai eu tort. Jessica était toujours debout, le visage trempé de larmes. C'est alors que grand-père s'est tourné vers elle, les yeux glacés, sans pitié. Tu ne t'agenouilles pas? Très bien, alors dis au revoir à ta voiture. Il a avancé sa main vers la molette d'allumage, à quelques centimètres de produire une étincelle. Un simple mouvement et tout s'enflammerait. Jessica était si terrifiée qu'elle a failli s'évanouir. Elle est tombée à genoux à côté de mon père, tout son corps tremblant. Ma mère se tenait à distance, pleurant en silence, paralysée par la peur. Elle n'osait pas s'approcher. Elle savait que grand-père était entré dans un état que personne ne pouvait prévoir ou contrôler. Grand-père a baissé les yeux sur mon père, agenouillé dans la terre, et son visage était aussi sévère qu'un juge rendant une sentence. D'une voix froide comme l'acier, il a demandé, « Paul, sais-tu seulement comment élever un enfant ?» Mon père a baissé la tête, incapable de soutenir le regard de son père. D'une voix basse et brisée, il a répondu, « Je sais que j'ai échoué, papa. Je n'ai pas élevé Jessica de la bonne manière. » Grand-père a hoché la tête lentement, puis a donné un ordre qui ne laissait aucune place au refus. « Alors dis à ta fille de rendre la montre et de s'excuser auprès de Brandon. » Sans hésitation, mon père s'est tourné vers Jessica, sa voix tremblant mais ferme. « Tu dois rendre la montre à Brandon et t'excuser. » Sincèrement, plus d'excuses. Ce dont j'étais témoin ressemblait à un cauchemar. Mon père et ma sœur tous les deux à genoux devant grand-père, tandis que l'odeur âcre de l'essence emplissait l'air du soir déclinant. Même agenouillée sur le sol froid, Jessica refusait d'admettre pleinement ses torts. Au lieu de montrer des remords, elle continuait d'essayer de justifier ce qu'elle avait fait. D'un ton défiant, elle a dit, « Ce n'est qu'une montre. Est-ce que ça doit être aussi grave ?» En entendant cela, le visage de grand-père est devenu rouge vif de rage. Ses yeux se sont illuminés comme le feu, montrant une fureur que je voyais rarement en lui. Il a crié, « Quoi? Tu discutes encore? Même maintenant, tu ne sais pas que tu as tort? » Puis il a fait un mouvement comme s'il allait allumer le briquet. Mon père, maintenant en pleine panique, a presque crié, « Jessica, excuse-toi auprès de Brandon tout de suite. Arrête de discuter. » Mais Jessica est restée obstinée jusqu'au bout, sa voix tremblant mais toujours défiante. « Je n'ai rien fait de mal.
Je l'empruntais. J'allais la rendre dans quelques jours. En regardant cela se dérouler, je pouvais voir la colère de grand-père bouillir. Sa main tenant le briquet tremblait, non pas de peur, mais de pure fureur. D'une voix froide comme la glace, il a dit, 22 ans. Tu ne sais toujours pas distinguer le bien du mal. Tu voles et ensuite tu essaies de te sortir de là en argumentant. Puis il a regardé Jessica droit dans les yeux, sa voix remplie de mépris. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de vivre dans cette maison. Après la réprimande de grand-père, Jessica a de nouveau éclaté en sanglots. Mais même dans son désespoir, elle a essayé de rejeter la faute. Tu prends juste le parti de Brandon. Tu n'es pas juste. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Grand-père avait complètement épuisé sa patience. Il a fait un mouvement pour allumer le briquet, mais juste à ce moment-là, une sirène de police a percé l'air, devenant de plus en plus forte à mesure qu'elle approchait. Cette sirène a frappé comme un éclair au milieu de la tempête. Tout le monde s'est tourné pour regarder vers la route où une voiture de patrouille de police approchait de la maison. Une voiture de patrouille circulait dans la rue devant notre maison quand elle a soudainement ralenti. Alarmés par la scène inhabituelle dans notre cour, ils ont dû remarquer que quelque chose n'allait pas. Le groupe de personnes rassemblées à l'extérieur, la forte odeur d'essence dans l'air, 2 agents sont rapidement sortis du véhicule, les mains posées près de leur radio, prêts à appeler des renforts si nécessaire. Alors qu'ils s'approchaient de la scène, l'agent le plus âgé a demandé « Que se passe-t-il ici ?» Au moment où ils ont aperçu les flaques d'essence sur le sol, le briquet dans la main de grand-père et les 2 voitures imbibées de carburant, leur attitude a changé instantanément. Les 2 agents se sont mis en état d'alerte maximale. L'agent le plus âgé a donné un ordre sec. « Monsieur, posez le briquet au sol. » Maintenant. Sans protester, grand-père s'est lentement baissé et a posé soigneusement le briquet sur le sol, à l'écart de la zone imbibée de carburant. Une fois la situation sous contrôle, le 2e agent s'est tourné vers nous et a demandé « Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe exactement ici ?» Mon père et Jessica étaient toujours agenouillés sur le sol, trop secoués pour bouger sans l'accord de grand-père. Ils ont juste levé les yeux implorant quelqu'un d'intervenir. Je me suis avancé et j'ai parlé clairement aux agents. « Monsieur l'agent, ma sœur a volé ma Rolex à 20 000 $. J'ai des images claires de la caméra de sécurité comme preuve. » Après avoir entendu mon explication, l'agent le plus âgé a baissé les yeux sur Jessica, toujours à genoux, et lui a demandé « Madame, pouvez-vous confirmer cela ?» À travers ses larmes, son corps tremblant, Jessica a répondu « Je l'empruntais juste, je ne la volais pas. J'allais la rendre. » En entendant cela, l'agent le plus âgé a secoué la tête et a expliqué calmement « Prendre les biens de quelqu'un sans permission est considéré comme du vol selon la loi. » Le 2e agent a ajouté « Et avec quelque chose d'une valeur de 20 000 $, nous parlons d'un délit de niveau criminel. » Puis grand-père a pris la parole, sa voix calme mais inébranlablement ferme. « Brandon, laisse-la aller en prison. Laisse-la apprendre ce que signifie respecter les biens des autres. » Ces mots sont tombés comme une bombe. Toute la famille était stupéfaite. Ma mère s'est couverte la bouche d'horreur. Mon père a levé les yeux avec des yeux remplis d'incrédulité, et Jessica a sangloté comme si tout son monde venait de s'effondrer. Après avoir entendu toute l'histoire, l'un des agents s'est tourné vers moi et m'a demandé « Voulez-vous déposer un rapport officiel pour ce vol ?» Cette question a traversé la tension comme une lame. Mes parents m'ont regardé avec des yeux suppliants, comme si leur vie dépendait de ce que je dirais ensuite. Ma mère s'est effondrée et a supplié « Brandon, s'il te plaît, ne fais pas ça à Jessica. Je t'en supplie. » Sans attendre, mon père a renchéri, sa voix tremblant. « Pense à l'avenir de Jessica. Tu ne peux pas détruire la vie de ta sœur. » Mais au lieu de remords, Jessica a rétorqué avec colère, en criant « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. » Même à ce stade, son défi a allumé un feu en moi. Je me suis tourné et j'ai regardé l'agent droit dans les yeux, puis j'ai dit « Oui, je veux déposer un rapport officiel de vol. » Mes mots sont tombés comme une condamnation à mort. Toute la famille était stupéfaite, figée dans l'incrédulité que j'étais allé jusqu'au bout. Sans hésitation, l'agent a fait un signe de tête professionnel et a dit « Très bien, nous allons commencer à tout documenter et procéder aux étapes nécessaires. » Dès qu'il a dit cela, grand-père a souri avec une satisfaction tranquille et m'a dit « C'est ça. Laisse-la apprendre ce que c'est que d'avoir peur. Tu ne peux pas laisser les voleurs s'en tirer sans conséquence. » Ces mots ont atterri comme un verdict final, confirmant que ma décision était justifiée.
Alors que mes parents et Jessica restaient en état de choc, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un étrange sentiment de soulagement. La justice avait enfin été rendue. À ce moment-là, je savais une chose avec certitude. Ma famille ne serait plus jamais la même. Mais c'était un prix que j'étais prêt à payer pour défendre ce qui est juste. Après avoir confirmé que je voulais déposer le rapport, les deux agents ont commencé à documenter l'affaire de manière professionnelle. Ils ont sorti un bloc-notes et un enregistreur vocal, se préparant à enregistrer tous les détails de l'incident. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les images de sécurité lorsqu'ils me l'ont demandé. La vidéo montrait Jessica se faufilant dans ma chambre et prenant la montre. Preuve indéniable, haute résolution. Une fois qu'ils ont fini d'examiner les images et ont confirmé que les preuves étaient solides, l'agent le plus âgé s'est avancé vers Jessica avec une paire de menottes. Elle était toujours agenouillée, tremblant. L'agent a parlé fermement. « Jessica Miller, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé des biens de grande valeur. » Puis il a commencé à lui lire ses droits Miranda. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » Alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets, Jessica s'est effondrée, sanglotant de façon incontrôlable. Elle s'est tournée vers moi et a crié « Brandon, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Elle a supplié désespérément. « Donne-moi juste une semaine. Je rendrai la montre. Je suis désolé. Je le pense cette fois. » Mais il était trop tard. Les agents avaient terminé la procédure d'arrestation et se préparaient à l'escorter jusqu'à la voiture. En voyant leur fille se faire emmener, mes parents ont paniqué et ont couru après la voiture de police. Ma mère a crié, suppliant, « S'il vous plaît, messieurs les agents, ce n'est qu'une jeune fille. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. » Essayant de les aider à comprendre, l'un des agents a expliqué calmement, « Le vol de biens d'une valeur supérieure à 5 000 $ est classé comme un crime en vertu du droit de l'État de Californie. » Il a poursuivi, « Elle pourrait être condamnée à une peine allant de 1 à 3 ans de prison, selon la décision du tribunal. » En entendant cela, ma mère s'est effondrée sur le sol comme si elle avait été frappée par la foudre, sanglotant de façon incontrôlable. Regarder sa fille menottée être chargée dans la voiture de police était plus qu'elle ne pouvait supporter. Mon père s'est précipité pour l'aider à se relever, puis s'est retourné vers moi, le visage tordu de colère. « Tu es content maintenant? Tu as eu ce que tu voulais. » Je suis resté silencieux. Je n'ai pas dit un mot, mais il a continué, en criant, « Tu as détruit cette famille, Brandon. Tu es satisfait maintenant? » Avant que je puisse répondre, grand-père Frank s'est avancé et a répondu à ma place, sa voix froide et ferme. « Brandon n'a pas détruit cette famille. Jessica l'a fait. Elle a fait son choix. » Les mots de grand-père étaient le verdict final, une déclaration inébranlable de qui était responsable de ce qui s'était passé. Après que Jessica a été emmenée et que la voiture de police est partie, nous sommes restés devant la maison dans un silence lourd et étouffant. L'air empestait encore l'essence, et les larmes n'avaient pas encore séché sur les visages de tout le monde. Me tenant droit devant mes parents, je les ai regardés dans les yeux et j'ai dit fermement, « Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous demande à tous les deux de quitter cette maison. Vous avez 30 jours, à partir d'aujourd'hui. » Mes parents étaient stupéfaits, figés dans l'incrédulité. Ils sont restés là comme des statues, la bouche ouverte, complètement sans voix. Puis mon père a explosé, criant de fureur, « Tu mets ton père à la porte? As-tu perdu ta conscience? » Je ne me suis pas laissé influencer par l'émotion. J'ai continué. « Dans les 3 prochains jours, vous recevrez un avis officiel par courrier recommandé. » En entendant cela, ma mère s'est effondrée sur le sol, suppliant à travers ses larmes. « S'il te plaît, mon fils, je t'en supplie, ne fais pas ça. » Mais je suis resté ferme dans ma décision. Je leur ai dit, « Vous avez vécu ici gratuitement pendant 1 an. Pas de facture, pas de responsabilité. Et au lieu d'être reconnaissant, vous avez défendu une voleuse et vous avez essayé de faire de moi le méchant. Je ne peux pas vivre avec des gens qui ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. » En entendant ces mots, le visage de mon père est devenu pâle de rage. Il a pointé un doigt tremblant sur moi et a crié, « Tu paieras pour ça, Brandon. » Mais peu importe à quel point il criait, pleurait ou menaçait, je n'ai pas vacillé. Grand-père se tenait silencieusement à mes côtés, ne disant rien, mais sa présence était assez forte. Il se tenait avec moi comme un pilier de force, une confirmation silencieuse que je faisais la bonne chose. Voyant que je ne reculerais pas,
mes parents ont recouru à leur dernière tactique, supplier grand-père d'intervenir. Désespéré, mon père est tombé à genoux devant lui et a plaidé, « Papa, s'il te plaît, je t'en supplie. Parle à Brandon. » Juste après, ma mère s'est agenouillée à côté de lui, pleurant et suppliant également. Nous savons que nous avons eu tort. S'il te plaît, donne-nous une chance de réparer les choses. Grand-père a baissé les yeux sur les deux qui s'agenouillaient devant lui. Son visage était vide. Aucune trace de sympathie, aucune émotion. Ses yeux étaient froids, comme s'il regardait des étrangers. Après un long silence, il a parlé, sa voix tranchante et sans émotion. Vous avez eu toute une année pour montrer qui vous étiez. Et vous avez choisi de défendre une voleuse au lieu de défendre la vérité et la justice. Maintenant, vous voulez le pardon? Il est trop tard. Cette seule phrase était le jugement final. Une porte fermée. La fin de tout dernier espoir que mes parents avaient. Les 30 jours suivants sont devenus la période la plus tendue et la plus misérable que cette maison ait jamais connue. L'air était si lourd qu'on aurait dit qu'on pouvait le couper avec un couteau. Mes parents ont eu du mal à trouver un nouvel endroit où vivre, confrontés à des difficultés constantes avec leurs revenus limités. Avec ses prix vertigineux, la location à San José les a forcés à chercher désespérément des options plus abordables. Pendant ce temps, Jessica a été libérée sous caution sous la responsabilité de mes parents en attendant son procès. Ils ont gratté assez d'argent pour lui louer une minuscule chambre délabrée afin qu'elle puisse rester jusqu'à la date de son audience. Après avoir consulté un avocat, on leur a dit sans détour, avec des images de surveillance aussi claires, Jessica n'a presque aucune chance d'éviter une condamnation. Tout au long de ces 30 jours, l'attitude de mes parents a complètement changé. L'arrogance et le sentiment d'avoir droit à tout qu'ils avaient autrefois ont disparu. Ils sont devenus timides et silencieux, comme s'ils marchaient sur des œufs dans leur maison temporaire. Ce qui ressortait le plus, c'était qu'ils ne pouvaient plus nous regarder, grand-père ou moi, dans les yeux. Ils baissaient la tête et s'éloignaient rapidement chaque fois que nous nous croisions dans la maison. Ma mère a commencé à préparer de bons repas pour grand-père, une tentative apparente d'excuse tardive, dans l'espoir d'adoucir la situation. Mon père, lui aussi, demandait maladroitement de temps en temps des nouvelles de la santé de grand-père, balbutiant des banalités comme un homme qui ne savait plus comment parler à son père. Mais grand-père était imperturbable. À un moment donné, il a dit froidement, « Maintenant, vous vous souvenez du respect? Maintenant que vous avez été invité à partir, vous ressentez soudainement des remords? » À travers tout cela, j'ai ressenti un étrange et tranquille soulagement. Les mettre à la porte n'était pas facile, mais c'était la bonne décision. Je ne le regrettais pas. Un paisible soir de week-end, grand-père et moi étions assis sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Il s'est soudainement tourné vers moi, et il y avait quelque chose de chaleureux dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il a lentement posé une main sur mon épaule et a dit avec émotion dans sa voix, « Je suis fier de toi, Brandon. » Tellement fier. À ce moment-là, ma gorge s'est serrée. Les louanges de mon grand-père, l'homme que je respectais le plus, signifiaient plus que tout au monde. Le 30e jour est finalement arrivé. Dès le petit matin, les bruits d'emballage et de déménagement ont résonné dans toute la maison. Mes parents terminaient, rassemblant le reste de leurs affaires. Après des semaines de recherche, ils avaient finalement trouvé un petit appartement dans une autre partie de San José, beaucoup plus loin du quartier familier, et certainement bien loin du confort de cette maison. L'atmosphère dans la maison ce jour-là était étouffante de calme et de tension. Personne n'osait élever la voix. Chaque mouvement était prudent, délibéré, presque fragile. Alors que ma mère entrait dans la pièce qu'elle avait appelée sa maison pendant l'année écoulée, elle s'est arrêtée à la porte. J'ai vu ses épaules trembler. Puis les larmes sont venues, lentement au début, puis régulièrement. Elle est restée là en silence, regardant la pièce maintenant vide, comme si elle essayait de mémoriser chaque coin de ce qui avait autrefois été sa maison. À ce moment-là, un sentiment compliqué s'est élevé dans ma poitrine, pas de regret, mais un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Grand-père Frank s'est tenu silencieusement au bord de la porte du salon tout au long du déménagement. Il n'a rien dit, observant simplement tout avec une expression calme et illisible. On ne pouvait pas deviner ce qui se passait dans son esprit. Enfin, le dernier camion de déménagement a été chargé et est parti. Le son de son moteur s'est estompé lentement sur la route, laissant derrière lui un silence presque surréaliste. Alors que nous étions là à regarder le camion disparaître au loin, grand-père a expiré et a dit avec un sentiment de libération tranquille, « Enfin, cette maison est à nouveau paisible.
En l'entendant dire cela, j'ai soudainement senti un poids énorme se soulever de mes épaules. La maison n'était plus que nous deux personnes qui se comprenaient et se respectaient. Et à ce moment-là, j'ai su avec une clarté absolue que j'avais pris la bonne décision, aussi douloureuse soit-elle. 2 mois après l'arrestation de Jessica, le procès officiel a eu lieu. Elle a été accusée de vol qualifié devant le tribunal du comté de Santa Clara. Grand-père et moi étions présents dans la salle d'audience en tant que témoins clés. L'avocat de la défense de Jessica a fait tout ce qu'il pouvait pour atténuer la gravité de l'accusation. Il s'est levé et s'est adressé au juge. Votre honneur, la prévenue n'a que 22 ans, elle est encore très jeune. Cela a peut-être été une erreur de jeunesse, pas quelque chose qui devrait ruiner tout son avenir. Mais le procureur n'était pas sur le point de laisser passer cela. Elle a détaillé les images de sécurité et a présenté un argument solide et convaincant au tribunal. Le procureur a déclaré fermement, Votre honneur, il ne s'agissait pas d'un moment d'égarement ou d'une erreur d'inattention. La prévenue a planifié cela, a attendu que personne ne soit à la maison et est délibérément entrée dans une pièce privée pour voler l'objet le plus précieux de la maison. Elle savait exactement ce que valait cette montre et a activement essayé de dissimuler ses actes par la suite. Lorsque le juge a demandé la réponse de Jessica, elle a faiblement essayé de se défendre. Je voulais juste l'emprunter pour quelques jours. Je n'avais pas l'intention de la voler. Le juge l'a regardée directement et a demandé, alors pourquoi n'avez-vous pas demandé la permission à votre frère avant de la prendre? Jessica s'est tue. Elle n'avait pas de réponse à cette simple question. Le juge a continué, demandant ce qu'elle avait fait de la montre. À ce moment-là, Jessica a été forcée d'admettre l'humiliante vérité. Je l'ai vendue et j'ai obtenu 12 000 $. J'ai utilisé l'argent pour rembourser ma dette de carte de crédit et la dette de certains amis. Je dépensais beaucoup trop. Après avoir pesé tous les faits, le tribunal a rendu sa décision finale. Le juge a déclaré, ce tribunal condamne la prévenue, Jessica Miller, à 18 mois de prison. Il a ajouté, la prévenue doit également verser 20 000 $ de restitution à son frère, Brandon Miller, la valeur totale de la montre, ainsi que 3 000 $ de frais de justice. Alors que la sentence est lue, les parents de Jessica ont pleuré ouvertement dans la salle d'audience. Leurs cris étaient remplis d'angoisse, mais ils ne pouvaient rien faire pour changer le résultat. Quant à moi, j'étais assis là, sentant un calme inattendu m'envahir. La justice avait enfin été rendue équitablement et complètement. À mes côtés, grand-père Frank s'est penché et a chuchoté, « C'est ça, mon fils. Il faut qu'il y ait de vraies conséquences pour les mauvaises actions. C'est la seule façon dont les gens apprennent. » Cela fait exactement 1 an depuis l'incident de la Rolex et tout le chaos qui l'a accompagné. Grand-père Frank et moi sommes paisibles, stables et vraiment heureux aujourd'hui. Sur le plan professionnel, j'ai été promu ingénieur logiciel senior dans mon entreprise, et mes revenus ont considérablement augmenté. Grand-père Frank est toujours en excellente santé. Il se lève tôt tous les jours, lit le journal et s'occupe du petit jardin à l'arrière. Nous avons de longues conversations tous les soirs, et j'apprécie sa sagesse chaque jour davantage. Quant à ma famille, mes parents appellent encore de temps en temps, mais la relation n'est jamais redevenue ce qu'elle était autrefois. Les appels sont courts, polis, mais distants. Je continue de les respecter comme les personnes qui m'ont donné la vie, mais la confiance et la proximité que nous partagions autrefois ont disparu pour de bon. Jessica purge toujours sa peine de 18 mois. Je ne lui ai jamais rendu visite, je n'ai jamais pris contact avec elle et je n'ai pas l'intention de le faire. Mon histoire sur la Rolex et tout ce qui s'en est suivi se termine ici. Je ne raconte pas cette histoire pour rechercher la sympathie ou l'accord, et je ne la raconte certainement pas pour faire honte à ma famille. Je la partage à cause d'une leçon que j'ai profondément comprise, parfois, l'amour véritable ne signifie pas excuser toutes les erreurs. Parfois, l'amour véritable signifie fixer des limites fermes et permettre aux gens d'assumer les conséquences de leurs actes. Et surtout, je veux que vous sachiez que la famille n'est pas seulement définie par le sang. La famille est composée des personnes qui vous respectent, vous soutiennent et se tiennent à vos côtés lorsque vous en avez le plus besoin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et avant de terminer l'histoire, j'ai une question pour vous, que feriez-vous si votre sœur volait votre montre si vous étiez à ma place? Appelleriez-vous la police ou resteriez-vous silencieux et laisseriez-vous tomber parce que c'est votre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux sincèrement entendre vos pensées. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager l'histoire pour nous soutenir. À la prochaine fois avec d'autres histoires à venir.